Je vous présente à présent une performance d'art oratoire, des textes choisis personnellement par les étudiants. Donc, nous allons partir à la découverte de ces textes avec l'intervenante Frédérique Bruyat, qui est donc une lectrice publique, et les étudiants de l'UE Arts Oratoires. J'accueille dès à présent Madame Frédérique Bruyat. Je suis très émue de rencontrer les étudiants de cet atelier, puisque, comme vous le savez, je ne les ai jamais vus en chair et en os. Je les ai vus derrière un écran pendant près de 2 mois. Donc je suis extrêmement contente de les rencontrer aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un choix très personnel que les étudiants ont fait. Hein, on va entendre du Boris Vian, du Prévert et des tas d'autres auteurs, du Camus. Enfin voilà, ils ont choisi des textes très intéressants. Et voilà, je leur laisse la parole. Je m'appelle Sacha et je vais vous lire un extrait du discours de Simone Weil s'exprimant à Berlin sur Auschwitz en 2004. Le 27 janvier 1945, quand les premiers soldats soviétiques entrèrent dans le camp d'Auschwitz, ils n'y trouvèrent, incrédules et terrifiés, que quelques milliers de malades et de mourants qui avaient par miracle échappé aux nazis. Quelques jours auparavant, les dizaines de milliers de détenus d'Auschwitz encore vivants que nous étions avaient été contraints, entraînés de force et sous la menace de se rassembler et de prendre la route dans cette marche de la mort. Contrairement à la libération de Paris, la libération des camps n'eut rien de festif. Pour les armées et les peuples en guerre, ce ne fut sur le moment pas même un événement. Le camp libéré. Cela voulait dire que les chambres à gaz ne tournaient plus, que les trains n'arrivaient plus, que les ordres implacables s'étaient enfin tus. La machine infernale s'arrêtait, elle qui avait tourné à plein régime les derniers mois, avec une cadence implacable, d'autant plus implacable que les nazis, sentant tourner le vent de la guerre, voulaient parachever leur grande œuvre d'anéantissement du peuple juif avant que la défaite de leur armée ne les en empêche. Le camp cessait donc de fonctionner. Pour les milliers de déportés encore en vie, le risque vital paraissait suspendu. Nous avons eu alors l'espoir, compte tenu de l'avancée rapide de l'armée rouge, d'être très vite libérés, à moins que les SS n'aient le temps de nous exterminer auparavant. En fait, après avoir marché pendant plusieurs jours dans le froid et la neige, emmenés dans des wagons à ciel ouvert vers les camps à l'ouest, nombreux furent ceux qui moururent en chemin, d'épuisement ou sous les dernières balles des SS. Notre cauchemar était loin d'être terminé. Il nous fallut attendre encore plusieurs mois pour être libérés. Entre-temps, l'épuisement, la faim et le typhus, les exécutions sommaires, ont tué un grand nombre de ceux qui avaient miraculeusement survécu jusque-là. Je me souviens de l'arrivée des soldats anglais. C'est à peine si nous avons pu nous en réjouir. La libération venait trop tard. Nous avions le sentiment d'avoir perdu toute humanité et toute envie de vivre. Nous, les rares rescapés, nous n'avions plus de famille, plus de parents, plus de foyer. Seuls, nous l'étions, d'autant plus que ce que nous avions vécu, personne ne voulait le savoir. Ce que nous avions vu, personne ne voulait l'entendre. Ce que nous avions à raconter, personne ne voulait en partager le fardeau. Nous ne devions pas vivre. La suprématie nazie était tellement écrasante que nous avions intériorisé jusqu'à l'inéluctabilité de notre condamnation à mort. Nous, les rescapés, nous, les témoins, n'avions survécu que pour être rendus au silence. Qu'ils vivent, soit, mais qu'ils se taisent, semblait nous dire le monde hors du camp. Je vous remercie, je vais passer la parole à Héloïse maintenant. Je vais vous lire un poème de Charles Baudelaire intitulé « L'horloge ». Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi !» Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure, la seconde chuchote. Souviens-toi. Rapide avec sa voix d'insecte maintenant dit. Je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue, est mort. Mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes, mortels folâtres, sont des gants qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or.
Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher, à tout coup, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi, le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure, ou le divin hasard, ou l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, ou le repentir même, oh, la dernière auberge, où tout te dira « Meurs, vieux lâche, il est trop tard ». Je vais maintenant passer la parole à Fanny. Bonjour, je vais vous lire une lettre de Madame de Sévigné à Monsieur de Coulanges. Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus étonnante, la plus éclatante, la plus digne d'envie. Enfin, une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore cet exemple n'est-il pas juste? Une chose que l'on ne peut pas croire à Paris, comment la pourrait-on croire à Lyon? Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde. Une chose qui comble de joie Madame de Rohan et Madame d'Hauterive. Une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue. Une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire. Devinez-la. Je vous la donne en 3. Jetez-vous votre langue au chien? Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre, devinez qui? Je vous la donne en 4. Je vous la donne en 10. Je vous la donne en 100. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à deviner. C'est mademoiselle de la Vallière? Point du tout, madame. C'est donc mademoiselle de Retz? Point du tout. Vous êtes bien provinciale. Vraiment? Nous sommes bien bêtes. Dites-vous, c'est mademoiselle Colbert? Encore moins. C'est assurément mademoiselle de Créqui. Vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire. Il épouse dimanche au Louvre, avec la permission du roi, mademoiselle de, mademoiselle, devinez le nom. Il épouse mademoiselle, ma foi, ma foi jurée, mademoiselle, la grande mademoiselle, mademoiselle, fille de feu monsieur, mademoiselle, petite fille de Henri IV, mademoiselle de Dombes, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orléans, mademoiselle cousine germaine du roi, mademoiselle destinée au trône, mademoiselle, le seul parti pris de France qui fut digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer, si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison. Nous en avons fait autant que vous. Adieu. Les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront savoir si nous disons vrai ou non. Je passe maintenant la parole à Kaniska. Je vais reprendre un discours prononcé par Raphaël Glucksmann le 17 décembre 2020 concernant la persécution du travail forcé des Ouïghours. J'accuse les dirigeants du Parti communiste du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. J'accuse la communauté internationale de consentir à ce crime par son silence et sa passivité. J'accuse les dirigeants de nombreux pays musulmans, du Pakistan à l'Arabie saoudite, qui brandissent d'un côté leur foi en étendard et de l'autre soutiennent la politique chinoise de destruction des mosquées et de profanation des cimetières. J'accuse les patrons cupides de Nike, de Zara et de tant d'autres multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple. J'accuse enfin les dirigeants européens de lâcheté et de veulerie. Ces dirigeants, nous les avons exhortés il y a déjà 1 an à prendre des actions pour faire fermer ces camps. Qu'ont-ils fait depuis 1 an? Rien. Rien du tout. Un footballeur comme Antoine Griezmann ou des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux ont fait plus en 1 an pour les Ouïghours que tous nos dirigeants réunis. Alors que les choses soient claires.
Si ces dirigeants s'assoient sur la résolution que nous votons aujourd'hui, s'ils refusent de sanctionner les dirigeants chinois, l'histoire les jugera, complices de crimes contre l'humanité, et nous les jugerons avant elle. Je vous remercie et je laisse la parole à Camille. Je vais vous présenter un extrait du reportage effectué par Albert Camus lors de son séjour en Kabylie 1939. Par un petit matin, j'ai vu à Tizi Ouzou des enfants en loques disputer à des chiens kabyles le contenu d'une poubelle. À mes questions, un kabyle a répondu « C'est tous les matins comme ça ». Un autre habitant m'a expliqué que l'hiver, dans le village, les habitants, mal nourris et mal couverts, ont inventé une méthode pour trouver le sommeil. Ils se mettent en cercle autour d'un feu de bois et se déplacent de temps en temps pour éviter l'ankylose. Et la nuit durant, dans le gourbi misérable, une ronde rampante de corps couchés se déroule sans arrêt. Ceci n'est sans doute pas suffisant, puisque le code forestier empêche ces malheureux de prendre le bois où ils se trouvent, et qu'il n'est pas rare qu'ils se voient saisir leur seule richesse, l'âne croûteux et décharné qui servit à transporter les fagots. On me dira, ce sont des cas particuliers, c'est la crise, et en tout cas, les chiffres ne veulent rien dire. J'avoue que je ne puis comprendre cette façon de voir. Les statistiques ne veulent rien dire, et j'en suis bien d'accord. Mais si je dis que l'habitant du village d'Azouza, que je suis allée voir, faisait partie d'une famille de 10 enfants, dont 2 seulement ont survécu. Il ne s'agit point de chiffres ou de démonstrations, mais d'une vérité criante et révélatrice. Je n'ai pas besoin non plus de donner le nombre d'enfants qui, dans les écoles autour de Fort National, s'évanouissent de faim. Il me suffit de savoir que cela s'est produit et que cela se produira si l'on ne se porte pas au secours de ces malheureux. Est-ce que cela ne suffit pas? Si je jette un regard sur mes notes, j'y vois 2 fois autant de faits révoltants et je désespère d'arriver à les faire connaître tous. Il le faut pourtant, et tout doit être dit. Pour aujourd'hui, j'arrête ici cette promenade à travers la souffrance et la faim d'un peuple. On aura senti, du moins, que la misère ici n'est pas une formule, ni un thème de méditation. Elle est, elle crie et elle désespère. Encore une fois, qu'avons-nous fait pour elle? Et avons-nous le droit de nous détourner d'elle? Je ne sais pas si on l'aura compris. Mais je sais qu'au retour d'une visite à la tribu de Tizi Ouzou, j'étais montée avec un ami kabyle sur les hauteurs qui dominent la ville. Là, nous regardions la nuit tomber. Et à cette heure, où l'ombre qui descend des montagnes sur cette terre splendide apporte une détente au cœur de l'homme le plus endurci. Je savais pourtant qu'il n'y avait pas de paix pour ceux qui, de l'autre côté de la vallée, se réunissaient autour d'une galette de mauvais orge. Je savais aussi qu'il y aurait eu de la douceur à s'abandonner à ce soir si surprenant et si grandiose, mais que cette misère, dont les feux rougeoyaient en face de nous, mettait comme un interdit sur la beauté du monde. « Descendons, voulez-vous » me dit mon compagnon. Merci beaucoup, je passe la parole à Mathis. Bonjour à tous, je vais vous lire un texte de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentir haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Je laisse la place maintenant à Floriane. Bonjour, je vais vous lire un poème de Boris Vian qui s'intitule L'évadé. Il a dévalé la colline. Ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres de tout son corps, comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre, pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit 2 feuilles jaunes gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec, pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau. Il y a plongé son visage. Il riait de joie. Il a bu, pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter, pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil, le temps de rire aux assassins, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre. Je vous laisse la parole à Calvin. Bonjour à tous, je vais vous lire un poème de Jacques Prévert qui s'intitule « La Seine a rencontré Paris ». Qui est là, toujours là dans la ville, et qui pourtant sans cesse arrive, et qui pourtant sans cesse s'en va? C'est un fleuve, répond un enfant, un devineur de devinettes. Et puis, l'œil brillant, il ajoute « Et le fleuve s'appelle la Seine, quand la ville s'appelle Paris. Et la Seine, c'est comme une personne. Des fois, elle court, elle va très vite, elle presse le pas quand tombe le soir. Des fois, au printemps, elle s'arrête et vous regarde comme un miroir, et elle pleure si vous pleurez, ou sourit pour vous consoler. Et toujours, elle éclate de rire quand arrive le soleil d'été. La Seine, dit un chat, c'est une chatte. Elle ronronne en me frôlant. Ou peut-être que c'est une souris qui joue avec moi puis s'enfuit. La Seine, c'est une belle fille de dans le temps, une jolie fille du French Cancan, dit un très vieil Oldman River, un gentleman de la misère. Et dans l'écume du sillage d'un lieu aussi très vieux chaland, il retrouve les galantes images du bon vieux temps tout froufroutant. La Seine, dit un manœuvre, un homme de peine, de rêve, de muscles et de sueur. La Seine, c'est une usine. La Seine, c'est le labeur. En amont, en aval, toujours la même manivelle, des fortunes de pinards, de charbons et de blé qui remontent et descendent le fleuve en suivant le cours de la bourse. Des fortunes de bouteilles et de verres brisés, des trésors de ferraille rouillés, de vieux liquages abandonnés puis récupérés. La Seine, c'est une usine. Même quand c'est la fraîcheur, c'est toujours le labeur. C'est une chanson qui coule de source. Elle a la voix de la jeunesse, dit une amoureuse en souriant, une amoureuse du vers galant. Une amoureuse de l'île des Cygnes se dit la même chose en rêvant. La Seine, je la connais comme si je l'avais faite, dit un pilote de remorqueur au bleu de chauffe tout bariolé de mazout et de soleil et de fumée. Un jour, elle est folle de son corps, elle appelle ça le mascaré. Le lendemain, elle roupie comme un loir, et c'est tout comme un parquet bien briqué. Scabreuse, dangereuse, tumultueuse et rêveuse par-dessus le marché, voilà comment qu'elle est. Malice, caresse, tendresse, romance, caprice, vacherie, paresse, si ça vous intéresse, c'est son vrai pédigré. La Seine, c'est un fleuve comme un autre, dit d'une voix désabusée un monsieur correct et blasé, l'un des tout premiers passagers du grand tout dernier bateau-mouche touristique et pasteurisé. Un fleuve avec des ponts, des docks, des quais, un fleuve avec des remous des égouts et de temps à autre un noyé quand ce n'est pas un chien crevé avec des pêcheurs à la ligne qui n'attrapent rien jamais. Un fleuve comme un autre et je suis le premier à la déplorer. Et la Seine qui l'entend sourit, puis s'éloigne en chantonnant. Un fleuve comme un autre,
comme un autre, comme un autre. Un cours d'eau comme un autre cours d'eau. D'eau, des glaciers, des torrents et des lacs souterrains, des neiges fondues, des nuages disparus. Un fleuve comme un autre, comme la Durance, ou le Guadalquivir, ou l'Amazone, ou la Moselle, le Rhin, la Tamise, ou le Nil. Un fleuve comme le fleuve Amour, comme le fleuve Amour, chante la Seine épanouie. Et la nuit, la voie lactée la campagne, de sa tendre rumeur dorée, et aussi la voie ferrée de son doux fracas coutumier. Comme le fleuve Amour, vous l'entendez, la belle, vous l'entendez roucouler, dit un grand seigneur des berges, un estivant du quai de la Râpée. Le fleuve Amour. Tu parles si je m'en balance. C'est pas un fleuve, la Seine, c'est l'amour en personne, c'est ma petite rivière à moi, mon petit point du jour, mon petit tour du monde, les vacances de ma vie. Et le Louvre avec les Tuileries, et la tour Eiffel, la tour Pointue et Notre-Dame de l'Obélisque, la gare de Lyon ou d'Austerlitz, c'est mes châteaux de la Loire, la Seine, c'est ma Riviera, et moi, j'en suis son vrai touriste. Et quand elle coule froide et nue en hurlante plainte contre inconnu, faudrait que j'aie mauvaise mémoire pour l'appeler misère ou désespoir. Faut tout ne pas confondre conte de fées et cauchemars. Aussi, quand dessous le pont neuf, le vent du dernier jour soufflera ma bougie, quand je me retirerai des affaires de la vie, quand je serai définitivement à mon aise au grand palace allongé à Bagneux ou Père-Lachaise, je sourirai et me dirai « Il était une fois la Seine, il était une fois l'amour, il était une fois le malheur et une autre fois l'oubli. Il était une fois la Seine, il était une fois la vie. » Alors du coup, dans la foulée, tout de suite après cette magnifique performance, ces magnifiques lectures, on retrouve donc l'intervenant Frédéric Bruyas. Cette fois, je l'ai dit avec le S, je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est parfait. Voilà, donc j'ai quelques petites questions à vous poser, notamment vous avez dit tout à l'heure que c'est donc la première fois que vous voyez donc, vos étudiants en chair et en os. Ça doit être une fierté pour vous de voir que c'est réussi. Ouais, c'est vrai. Je suis très contente de les entendre aujourd'hui. Je les ai effectivement entendus derrière mon écran d'ordinateur, ce qui était une expérience assez étrange, j'avoue. Et en même temps, j'avais mon petit rendez-vous du lundi, et j'avoue que j'étais toujours très, très contente de les retrouver. C'est vrai. Et il y a quelque chose d'assez étrange comme ça. Ouais, c'était mon petit rendez-vous du lundi, ouais, c'était ça. À 6h, 6h30, je les retrouvais, les petites pastilles, là, tout. Parce que là, aujourd'hui, bon, vous avez entendu 8 étudiants, mais ils étaient plus nombreux. Hein, il y en a qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, et puis de toute façon, on ne pouvait pas être tous. Mais voilà, chacun a vraiment fait un choix très personnel. Alors, je suis toujours amusée par des choix parfois très classiques que je trouve très très chouettes. Enfin, vous avez entendu, hein, Vian, Baudelaire, on a même eu Madame de Sévigné. Alors ça j'ai été époustouflée par ce choix. Prévert, on a eu Camus, on a eu Simone Veil, on a eu un discours politique avec Glucksmann. Enfin voilà, des choix très éclectiques en même temps. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien relevé le gant. Ils ont été très chouettes. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu pour les aiguiller au cours de ces séances à distance? Quels ont été un peu les exercices pratiques qu'ils ont été amenés à faire? Les exercices pratiques, oui, parce que j'ai pas pu faire tout le travail vocal que je fais d'habitude. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'il fallait essayer comment dire, on rentre pas dans un texte comme dans un grand couloir. C'est un parcours à l'intérieur, et que chacun puisse faire son parcours. Donc sache exactement ce qu'il en est, les chemins qu'il va emprunter, et c'est surtout ça qu'on a pu travailler malgré j'ai envie de dire le travail à distance. Je pense qu'aujourd'hui, quand ils vont découvrir un texte, ils vont plus facilement se dire, tiens, voilà comment le sens se construit et comment la voix va pouvoir faire entendre ce parcours, comment la pensée se déplie et comment la voix peut prendre l'auditeur un peu par la main, j'ai envie de dire, pour le conduire à l'intérieur et faire sentir les nuances, l'émotion qui des fois se tapit sous les mots comme ça. Voilà ce que j'ai essayé de faire avec eux. D'accord, et je vous remercie beaucoup. Bravo à vous, bravo à vos étudiants. Ouais, bravo. Je suis très fière. Encore merci. Merci beaucoup.